Les 100 premiers jours de Trump. On n'entend parler que de ça dans les médias aux États-Unis et même en France, même en Europe de façon générale. Et qu'est-ce que ça va donner? On va regarder tout ça dans très peu de temps. Ici, nous sommes sur Point de Rupture le mercredi 30 avril 2025. Et alors, je vous invite à prendre votre café, votre thé, tout ce que vous voulez boire avec moi. Et ensuite, on va aller au fond des choses. Alors, au sommaire aujourd'hui, les 100 jours de Trump, et ensuite on va regarder pourquoi on les comprend de telle façon aussi bien en France que peut-être dans certains médias aux États-Unis. Ensuite, on va revenir sur certains éléments de Thomas Sowell et des choses qu'il a fait. Il a fait des analyses très, très approfondies sur le marxisme et on va toucher à ça. Donc, on va prendre un peu de temps ensemble pour toujours partager un point de vue un peu différent de ce que vous entendez d'habitude. Tout comme vous l'avez vu hier, on avait pris le temps de parler des blackouts, c'est-à-dire des coupures d'électricité qu'il y a eu en Espagne, au Portugal, et les compréhensions derrière. Ça continue, dans les médias, on continue à avoir toutes sortes de spéculations, etc., mais il y aura toujours des spéculations dans tous les styles. Alors, regardons les 100 premiers jours de Trump. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, les 100 premiers jours de la présidence de Trump? Pourquoi 100 jours? Pourquoi pas 101? Pourquoi pas 100 semaines? Pourquoi pas 50 semaines? Pourquoi pas... Peu importe. C'est tout simplement parce que les médias ne se fatiguent pas. Ils se disent 100, c'est un chiffre rond, on va regarder ce que ça donne. Comme si on pouvait juger des 100 premiers jours de qui que ce soit à la tête d'un pays aussi gros que les États-Unis, même un pays plus petit, même 100 premiers jours à la tête d'une entreprise, tout ça, c'est invraisemblable. Maintenant, on sait que, du moins, ça c'est une interprétation classique qu'il y a aux États-Unis, c'est que si on amène un changement de PDG dans une société, il faut qu'il agisse très rapidement pour toutes les choses qui vont être controversées. Parce qu'on va oublier ces choses plus tard. La mémoire est courte chez les gens, mais là où il faut qu'ils fassent tous les licenciements, tous les actes violents, tous les actes difficiles qui pourraient être controversés, faut qu'ils les fassent dès le début. Et ça, c'est quelque chose que Trump a fait dans ses 100 premiers jours par rapport à toute la présidence de Biden. Et c'est pour ça que DOGE, le département d'efficacité gouvernementale à la tête duquel il y avait Elon Musk, et il y a encore, mais maintenant, Elon Musk revient travailler davantage chez Tesla. Il ne va pas tout faire à partir de la Maison-Blanche, ni à partir de Washington. Tout ça, ça permet aux gens de fonctionner d'une façon différente. Mais moi, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de critiques sur Trump, aussi bien dans les médias mainstream, les médias de gauche aux États-Unis, parce que tous les médias mainstream sont des médias de gauche, ou quasi. Et dans les médias français qui ne vont pas se fatiguer trop et qui vont aller chercher des références dans les médias américains, vont les traduire encore plus d'un point de vue français, que ce soit sur France 24, etc. On le voit, même dans les titres, on voit déjà une présupposition négative par rapport à Trump. Alors que, si on prend un peu de recul et on regarde tout ce que Trump a pu faire, mais c'est énorme. Énorme. Déjà, une diminution de dépenses inutiles créée par Doge. Le fait que Robert Kennedy Jr. a commencé à mettre en œuvre des actions sur la nourriture, sur les médicaments qui sont révolutionnaires aux États-Unis parce qu'ils se séparent complètement des effets des lobbies pharmaceutiques et ça se penche bien davantage sur le bien-être de l'Américain moyen, que ça soit sur le fait de couper des dépenses inutiles au Pentagone, à la CIA, de supprimer l'USAID, ou quasi supprimer, qui était en fin de compte un genre de paravent au fait d'alimenter des tas d'activités illicites dans des tas d'autres pays qui d'habitude passeraient par la CIA, mais pour que la CIA le fasse, il faut que le président entérine la décision, alors que l'USAID pouvait passer à côté. Donc, il y a eu énormément d'actions
telles que celles-ci, pour beaucoup d'entre elles, elles ont été faites par ordre exécutif, avec la signature de Trump régulièrement. Tous les jours, il convoquait la presse pour montrer qu'il signait encore un autre ordre exécutif. Mais il a eu un effet sur le Congrès, sur le Sénat, sur des tas d'entreprises d'une façon extrêmement importante. Il n'y a que Amazon aujourd'hui qui est en train de rentrer dans un bras de fer avec l'administration Trump et qui est en train de chercher à exposer ce qu'Amazon considère, ce que Jeff Bezos considère comme étant une activité illicite de la part de la Maison-Blanche, c'est-à-dire le fait d'exposer l'impact que les tarifs douaniers vont avoir sur le prix moyen des choses, et Jeff Bezos veut le montrer, carrément, sur chaque produit. Là-dedans, il y a énormément de com'. Et on peut interpréter ça comme on veut, parce que on peut attribuer le coût d'un produit là où on veut. C'est réel, même au sein des entreprises. On peut dire que là, le marketing coûte trop cher, là, la publicité coûte trop cher, là, c'est la bureaucratie qui coûte trop cher, là, on est passé en avance en termes de logistique, donc ça coûte trop cher, etc. On peut toujours, par la com', chercher à défendre son point de vue. Le fait est que il y a, même qu'on soit d'accord ou pas, il y a eu des réalisations immenses par Trump dans ses 100 premiers jours. Alors pourquoi est-ce que les médias américains ne le reconnaissent pas et les médias français encore moins? Eh bien, j'ai réfléchi un peu à ça et je me suis rendu compte que dans les médias américains et les médias français, il y a un fonctionnement qui se rapproche d'une façon bien plus proche de celui des fonctionnaires. Pourquoi? Bien parce qu'il y a des gens de garantie d'emploi, où on va pas pouvoir être viré si facilement parce qu'on est là depuis un bout de temps. Et si jamais aux États-Unis on est viré d'un média, que ce soit NBC, ben on va trouver de l'emploi chez CBS, ou on va même trouver chez CNN, ou chez Fox News. Vous allez me dire, mais comment est-ce que ça peut aller de gauche à droite, etc. On peut, sans problème aux États-Unis, parce qu'on a établi une existence dans ce domaine. Alors, le fonctionnariat fait quoi? C'est pas seulement que ça nous amène à interpréter les choses d'une certaine façon, mais ça crée un voile sur les yeux, ça crée des œillères où on ne voit que certaines choses telles qu'elles sont écrites pour nous, devant nous, mais on ne voit pas toutes les autres conséquences, toutes les autres choses qui peuvent fonctionner. On devient linéaire dans notre interprétation, on devient à pensée unique. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à défendre notre bout de gras systématiquement de cette façon-là. Et cet esprit de fonctionnariat va complètement à l'encontre de la façon dont Trump mène ce gouvernement, parce que lui, c'est un homme d'affaires, et donc lui, il va prendre des décisions radicales, vives, fortes, comme le ferait un homme d'affaires dans ce genre de situation. Alors regardons ce que Charles Gave a à nous dire là-dessus, parce que Charles Gave a parlé de quelque chose qui est fondamental en France, c'est que la France, contrairement à tous les autres pays qui nous entourent, contrairement à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à la Suisse, aux États-Unis, etc., etc., la France privilégie ses fonctionnaires, dans le sens suivant. En France, on peut être fonctionnaire, même à un niveau assez élevé dans la fonction publique, peu importe, et ensuite on se présente pour être élu, que ce soit pour être élu député ou maire, ou peu importe, élu dans n'importe quelle situation, ok? Ou même à la présidence ou ce genre de choses. Si on réussit, ben on fait son mandat, et à la fin du mandat, on peut se représenter, ça dépend des situations. Et si on réussit de nouveau, on peut continuer. Ou si on échoue à ce moment-là, ou même si on échoue la première fois, on peut revenir vers la fonction publique, vers ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, on prend zéro risque. Parce qu'on a toujours cet aspect de pouvoir s'appuyer sur une situation de retour.
Je ne veux même pas rentrer dans toutes les considérations où on entend parler beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, où il y a un cumul de retraites après qui se fait. On sait que, par exemple, ce que j'ai vu, donc je n'ai même pas vérifié, que Barnier, après avoir fait que 3 mois au gouvernement, il prend sa retraite du gouvernement, et si on cumule là-dedans le fait qu'il va avoir une voiture gratuite, un chauffeur, etc., 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 ça représente environ 41 000 euros par mois. C'est pas seulement ça, mais il peut cumuler ça avec des tas d'autres retraites de la fonction publique. Au moins, le président de Gaulle, le général de Gaulle, avait opté pour sa retraite d'en prendre une seule, alors qu'il avait le droit, selon le droit français, à les cumuler toutes. Il avait pris que celle de colonel. Mais le président de Gaulle avait une certaine éthique qui était son mobile dans sa façon de fonctionner, qui était très importante. Mais quand on peut s'appuyer sans arrêt sur la fonction publique parce qu'on est fonctionnaire, ben on ne prend pas de risque. Et ensuite, quand on va être élu, ben, inévitablement, on va faire des choses, on va voter des choses, on va pousser des choses pour profiter aux gens qui sont fonctionnaires. C'est inévitable. Charles Gave l'explique très bien. Regardons ce que Charles Gave nous dit là-dessus. Et ça amène à la gestion de l'État une classe professionnelle qui ne fait que ça, et qui prend des mesures en faveur de cette classe professionnelle. Si vous aviez toujours que des garçons coiffeurs dans le Parlement, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Ça. Et à partir du moment où vous avez que des fonctionnaires dans le Parlement, ils prennent des mesures favorables aux fonctionnaires. Donc vous avez une classe qui se détache et qui n'a plus rien à voir avec la nation, et qui gère l'État à son profit. Ça, c'est très intéressant ce que nous dit Charles Gave là-dessus. Parce que la fonction publique, déjà par définition, a une garantie d'emploi où, à partir du moment où on est fonctionnaire, en principe, on ne peut pas être viré, on ne peut pas être licencié. Bon, et dans certains cas, il y a des choses qui changent, etc. Mais j'aime bien son exemple. Il dit, si on est garçon coiffeur et on est élu, on va chercher à passer pas mal de lois en faveur des garçons coiffeurs. Sauf que le garçon coiffeur a une activité. Il a une activité qui amène de la richesse au pays. La fonction publique, par définition, n'est pas quelque chose qui va créer de la richesse, mais qui va gérer des richesses existantes créées par d'autres. Et donc, si on va élire davantage de gens qui sortent du fonctionnariat, on va élire des gestionnaires. Alors que le principe même d'un État n'est pas de gérer une situation, mais de chercher à imaginer et à rendre favorables des choses qui vont créer des richesses pour d'autres personnes. Donc si on construit un État qui est uniquement construit sur la fonction publique, c'est-à-dire quelque chose qui ne crée pas des richesses, ça pose problème. Alors là, je suis en train de parler un peu contre ce qui se passe en France. Mais j'ai le même problème avec les États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas la fonction publique qui est dominante, mais c'est quelque chose d'autre qui s'en rapproche et qui n'est pas créateur de richesses et qui aujourd'hui gagne de plus en plus d'argent. C'est tous les gens qui sont dans le juridique, tous les avocats. Et les avocats prennent de plus en plus d'argent, continuent à soutenir des lobbies qui font faire des lois tellement compliquées que l'Américain moyen va pas pouvoir s'en sortir sans avocat, et l'avocat va pouvoir prendre de plus en plus d'argent, et en fin de compte, la liberté même des gens est entre les mains des juridiques, des avocats. Et les gens se retrouvent devant un tribunal ou quoi que ce soit, accusés de certaines choses, et ils n'y comprennent rien. Pas nécessairement dans le fait de se défendre, etc. On peut apprendre pas mal de choses, étudier, moi j'ai passé beaucoup de temps à lire beaucoup de livres là-dessus, mais on ne comprend pas nécessairement le fonctionnement extrêmement ésotérique qui existe au sein d'un tribunal et où d'un seul coup, si on ne se comporte pas comme les avocats s'attendent, etc., tous les avocats des deux côtés, les procureurs commencent à rire, les juges, etc., et se moquer de ce pauvre plouc qui n'y comprend rien à sa situation. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, c'est allé trop loin. Dans les années 70, l'Amérique est en avance sur l'Europe, etc., avec sa première tort reform,
c'est sa réforme sur les torts. Un tort, en fin de compte, ça vient du mot français, les torts, la gestion des torts, et donc la compensation de quelqu'un parce qu'il y a une entité qui est assez grosse, et il faut la punir dans ce cas-là. Jusqu'à ce que c'est devenu lourdement excessif. Par exemple, il y a eu un cas où il y a quelqu'un qui a attaqué McDonald's parce que le café était bien trop chaud et qui venait de prendre le café en voiture et qui s'est renversé sur lui entre ses cuisses et qui s'est brûlé d'une façon intense et il a gagné 185 millions de dollars et une somme ahurissante, bref. Alors pourquoi est-ce que ces sommes peuvent être autorisées comme ça? Parce qu'il y a de plus en plus d'avocats qui comprennent comment eux peuvent prendre un cas et gagner ce cas parce qu'ils connaissent le système. Donc, ils vont prendre le cas pour défendre quelqu'un sans demander de l'argent a priori. Mais ils vont demander un pourcentage qui va être 20, 30, 40, 50% de ce qu'ils peuvent gagner là-dedans. Et vous savez ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Alors là, vous allez être un peu étonné. Et moi, quand j'ai vu ces statistiques, j'étais époustouflé également. Et ça, il y a quelqu'un qui a besoin d'y faire quelque chose. Peut-être que Trump pourra faire quelque chose. Peut-être que son système Doge va pouvoir faire quelque chose. Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est que il y a 80% des attaques en justice qui ne sont pas jugées. Elles arrivent devant les tribunaux et le procès démarre plus ou moins à un certain moment et puis en plein milieu du procès après, au nom d'économiser de l'argent à l'État pour que les procès durent moins, il y a une entente qui se crée entre les procureurs ou les avocats pour l'attaque et les avocats pour la défense. Il y a une entente et ensuite il y a un accord qui est fait qui va se dire bah oui, bah on va payer tant. Même si on n'est pas coupable, et c'est rentré dans les mœurs qu'on peut tout simplement payer pour une situation, même si on n'est pas coupable, on n'est pas responsable parce que ça coûte moins cher de payer et dans la réputation ça coûte moins cher que de se battre jusqu'au bout et de ne pas savoir comment ça va sortir et le coût risque d'être très élevé parce que le coût des avocats est très élevé. Et vous savez quel est le pourcentage de choses qui ne sont pas jugées aux États-Unis mais où il y a un accord qui est passé? 80%. 80% des choses qui viennent devant le tribunal sont résolues par des accords a priori entre les parties adverses, etc. Et c'est réglé. Et on paye. Parce que il faut savoir trouver les bons juges, il faut après trouver les bons jurés, ça c'est un tout autre truc dont je pourrais parler. Mais il y a un phénomène qui se fait dans ce style-là qui ensuite fait que le peuple souffre de tout cela. Parce que tout cet argent-là qui va sortir, si les gens vont attaquer par exemple l'État ou la ville ou le gouvernement fédéral en justice, ils vont gagner contre eux, ben cet argent-là, il sort de la poche du contribuable. Mais les avocats s'en fichent sur l'argent tant que les avocats s'enrichissent. Et on sait que le domaine dans lequel on peut s'enrichir le plus aux États-Unis, c'est dans le domaine financier et juridique. Ce ne sont pas des domaines qui créent de la richesse, mais qui la gèrent. Donc ce n'est pas tellement différent de la fonction publique en France, où ce ne sont pas des gens qui créent de la richesse, mais des gens qui la gèrent. Donc voilà, les choses qu'on peut tirer des 100 jours de Trump, c'est tout simplement que ça nous révèle à nous que notre société est en train de glisser de plus en plus vers les profiteurs et pas ceux qui vont créer de la richesse. Maintenant, on va passer à un tout autre thème, qui est le thème de Thomas Sowell qu'on suit depuis un certain temps. Et là, on va rentrer sur comment Thomas Sowell comprend et regarde le marxisme. Alors, chacun d'entre nous, régulièrement, nous sommes confrontés souvent par des arguments d'autres personnes en ce qui concerne le marxisme. Et beaucoup de gens connaissent mal Marx, même des marxistes. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des marxistes
qui n'avaient même pas lu Das Kapital de Karl Marx, sans parler de beaucoup de ses autres livres, ni des gens dont Karl Marx s'est inspiré, notamment Proudhon, qui était un des premiers utopistes, et tout cela. Et donc, les gens connaissent mal Marx. Et ils connaissent encore plus mal la vie de Karl Marx. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans toute l'étude que Thomas Sowell a faite sur la vie de Karl Marx. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, parce que même Thomas Sowell a relevé des choses sur la façon dont Marx traitait les gens qui travaillaient pour lui, notamment sa femme de ménage, etc., etc., et puis ce qu'il représentait. Peut-être qu'on va aborder ça à un autre moment. Mais là, je voudrais surtout me pencher sur les théories économiques de Marx. Et théorie économique et sociale. Et on sait que Thomas Sowell est un économiste et penseur conservateur très très puissant, et il a formulé des critiques très détaillées, très fortes du marxisme. Et là, on va voir une synthèse de son analyse en 6 points différents. Okay? Premièrement, la critique fondamentale de la théorie de Marx. Il dit qu'il y a la lutte des classes comme moteur de l'histoire. Ça c'est le principe même de Marx. Sowell, moi je dis Sowell en français, rejette l'idée marxiste selon laquelle l'histoire serait avant tout déterminée par la lutte des classes. Il considère cela comme une simplification excessive des dynamiques historiques bien plus complexes qui ignorent des variables culturelles, géographiques, institutionnelles, etc. Et Sowell a dit il n'existe pas une seule variable sociale, économique ou politique qui explique tout. Et c'est un des trucs que j'aime bien chez Sowell, c'est qu'il ne va pas vers une solution de facilité. Et les marxistes, et c'est une des choses qui m'énerve régulièrement chez les marxistes, c'est que quand ils se retrouvent coincés, ils vont tout de suite aller s'inspirer et aller dans les jupons de Hegel, et pour dire ah oui, mais Hegel a expliqué que la dialectique, ça veut dire que la thèse et l'antithèse peuvent être vraies en même temps, etc. Et donc, quand le marxiste est coincé, il rentre tout de suite dans l'excuse de la dialectique. Et ça a tendance à m'énerver grandiosement, parce que il se débine devant la réalité des choses. Le point numéro 2 de Thomas Sowell, c'est l'échec de la prédiction marxiste, parce que le marxisme voulait amener en avant le fait de faire certaines prophéties. Marx prédisait l'appauvrissement croissant de la classe ouvrière et l'effondrement du capitalisme. C'est ce qu'il disait, c'est ce qui allait se passer. Et il faut comprendre que Marx est en train de parler de tout ça en plein milieu de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, en Angleterre. Sowell souligne que l'histoire a prouvé l'inverse. Les pays capitalistes ont vu une amélioration spectaculaire du niveau de vie des travailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu l'aide des syndicats, l'influence de certaines luttes sociales là-dedans, etc. Elle peut l'être, mais c'est là où il y avait un réinvestissement du capital qui a permis un agrandissement de la compétition et de la concurrence au sein des forces ouvrières et qui a amélioré leur situation. L'observation de Sowell, c'était les ouvriers dans les économies de marché ont connu une mobilité sociale ascendante et non la paupérisation annoncée, c'est-à-dire ça crée l'ascenseur social. Numéro 3, les coûts humains du marxisme appliqué. Sowell, il insiste sur les conséquences concrètes du marxisme dans les pays qui ont tenté de l'appliquer. Il y a eu la répression politique, ça on le sait, les famines, les génocides, etc., que ce soit vrai en URSS, en Chine maoïste, au Cambodge, etc. En plus, encore là, moi je pourrais être encore plus mesuré, parce que je peux dire qu'en URSS, ça a quand même amené au niveau du peuple et des ouvriers de façon générale, certaines choses qui étaient pas mal, mais au détriment de toute l'agriculture. Et c'est pour ça que ça avait créé des problèmes de famine. Parce que si on fonctionne par idéologie, il y a eu un moment où on cherchait à faire sortir tous les gens de la campagne pour les faire rentrer en ville,
parce qu'on mettait l'ouvrier au-dessus du paysan. Et donc, d'un seul coup, le paysan ne produisait plus, il n'était plus propriétaire de sa terre, il n'avait pas d'incentive, et il y a eu des manquements énormes, ce qui avait créé la raison principale en Ukraine dans les années 30 du Golodomor. C'était la grande famine en Ukraine. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'était pas une volonté d'écraser le peuple ukrainien par Staline ni quoi que ce soit, c'était une inefficacité totale des principes idéologiques qui étaient basés sur l'ouvrier est supérieur au paysan, donc on va favoriser l'ouvrier, et le paysan, il va venir après. Alors que la Chine maoïste a fait le contraire. Il y a eu la grande révolution culturelle, on voulait ramener tous les gens pour travailler dans les champs. Au Cambodge, sous Phnom Penh, dans les années 80, c'était exactement la même chose. Et il y avait un anti-intellectualisme tellement féroce que à l'époque de Pol Pot au Cambodge, dans les années 80, c'est que quiconque portait des lunettes était un dangereux intellectuel parce que ça voulait dire qu'il savait lire. Donc, on le privait en premier lieu de ses lunettes et ensuite on l'envoyait à la campagne pour qu'il travaille dans les champs, etc. Il y a eu un film, un documentaire qui était pas mal du tout, qui était fait avec l'appui du New York Times, qui pourtant est un journal de gauche, qui s'appelait The Killing Fields. Et c'est quelque chose assez frappant. Je ne sais pas comment ça se traduirait en français, The Killing Fields, mais peut-être que vous allez retrouver, ça veut dire les champs tueurs, si vous voulez, et pour le voir. Donc, Thomas Sowell, là, il voit la conséquence inévitable d'un système qui concentre le pouvoir entre les mains d'une élite centralisée et qui devient, en fin de compte, la fonction publique centralisée et puissante au niveau de la politique dont on parlait tout à l'heure et qui est en train d'arriver en France. Donc Sowell a dit le marxisme n'est pas seulement une erreur théorique, c'est une tragédie humaine. Il le base sur partout où le marxisme, il y a eu une tentative de l'appliquer. Le point numéro 4 de Thomas Sowell, c'est le marxisme et les intellectuels. Sowell consacre une partie importante de son œuvre à analyser pourquoi tant d'intellectuels adhèrent au marxisme. Ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que souvent, en France, dans de l'argumentation entre gauche et droite, beaucoup de gens se retrouvent face à des intellectuels de gauche qui savent manier le verbe, qui savent manier le raisonnement, et ils sont à court de raisonnement. Il avance donc, Thomas Sowell avance que cela s'explique par leur mépris des mécanismes de marché, leur désir de contrôle social et leur croyance en leur propre supériorité morale. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai ressenti et quand j'étais arrivé en France au début des années 70, je faisais encore mes études et ensuite j'ai commencé à travailler en France, je sentais qu'il était de bon ton d'être critique a priori de tout ce qui venait du marché. C'était très facile de dire « bah oui, mais ça c'est très commercial ». Quand on parlait du fonctionnement entre les Américains et les Français à l'époque, etc., c'était une phrase que je retrouvais constamment en France où il disait « oui, mais les Américains, ils sont sympas parce que c'est commercial ». Et d'ailleurs, il y avait des expressions comme « c'était un sourire commercial », voulant dire que c'était négatif. Tout ce qui était commerce était négatif. Et là, je me permets de le dire parce que mes antécédents linguistiques m'amènent à le préciser, que le mot commerce vient du français d'abord, et qu'avant qu'il ne soit économique, il se référait aux relations entre les gens. D'ailleurs, dans l'œuvre de Dumarsais, qui remonte au XVIIIe siècle, il parlait du commerce humain, c'est-à-dire les relations entre les gens. Ce n'était pas la traite des blanches dont il parlait ni quoi que ce soit, mais dans la langue française, le commerce se référait d'abord à ça. Donc, Thomas Sowell rajoute là-dedans dans son livre Intellectuals and Society, qu'il a publié en 2010, donc il y a déjà une quinzaine d'années, donc ça lui faisait environ 80 ans,
Le type, il est quand même prolifique. Hein. Là, je l'ai entendu parler encore sur quelque chose qui vient de se passer dans la semaine qui vient. Et il est d'une cohérence et d'une énergie qui est phénoménale. Donc, dans ce livre-là, il explique que les intellectuels préfèrent les idées séduisantes aux réalités empiriques. C'est-à-dire, l'intellectuel préfère jouer avec une idée que de faire face à une expérience quelle qu'elle soit. Parce que ça lui permet de briller. Hein. Le point numéro 5 de Thomas Sowell est lié à la connaissance dispersée contre la planification centrale. Ça, c'est une des idées qui, pour moi, est une des idées les plus puissantes qui sort de chez Thomas Sowell. Il n'y a pas que Thomas Sowell qui la soutient. Hein. C'est quelque chose qui existe dans toute l'école autrichienne, de Hayek et d'autres, et même dans l'école de Friedman, les monétaristes de Chicago. Hein. Alors, voilà ce qu'il dit. Ah bah oui, voilà juste d'ailleurs, dans le texte, dans l'esprit d'Hayek et de Friedman, Sowell montre que l'information nécessaire à la prise de décision économique est dispersée dans la société. C'est-à-dire, l'information dont on a besoin pour prendre de bonnes décisions économiques, elle est partout dans la société. Elle est dispersée. Que les mécanismes de prix du marché sont bien plus efficaces pour la traiter que n'importe quelle bureaucratie planificatrice. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va centraliser quelque chose, on va dire, bah oui, on va prendre une décision telle que celle-ci, qu'on va avoir raison. Non, on a besoin d'étudier les lois du marché, de savoir pourquoi certaines choses fonctionnent ou pas. Et de ne pas tricher. Parce qu'on peut toujours chercher à tricher en cherchant à utiliser les lois du marché pour constituer des monopoles, etc. C'est pour ça qu'il y a eu, notamment aux États-Unis, il y a un peu plus de 100 ans, beaucoup de lois antitrust, anti-monopole. Donc le 6e point de Thomas Sowell, c'est la critique de la justice sociale marxiste. Et ça, c'est quelque chose où j'admire Sowell dans le fait de le faire, parce que la plupart des gens ne veulent pas toucher la justice sociale. Même les gens qui sont des anti-marxistes cherchent à ménager la pensée marxiste en ce qui concerne la justice sociale. Donc, Sowell réfute l'idée que l'égalité des résultats soit un objectif, soit moralement, soit économiquement valable. Et ça, c'est très, très courageux, parce que ça va à l'encontre des idées reçues récentes. Pour lui, les différences d'aptitude, de préférence et de contexte justifient des résultats inégaux, sans qu'il y ait forcément injustice. Il considère que si quelqu'un veut travailler à l'air, il veut travailler au soleil, ben, il va avoir des bénéfices dans le fait de travailler dans ce domaine-là. Si quelqu'un d'autre veut travailler sur du logiciel informatique, ben, il va pas travailler au soleil parce qu'il ne va rien voir sur son écran, il préférera travailler à l'intérieur. Donc, Thomas Sowell disait, la question n'est pas pourquoi les gens ont-ils des résultats différents, mais plutôt pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils aient les mêmes résultats. Vous voyez et là, il dit qu'il y a peut-être, et ça c'est les intellectuels ont horreur de Thomas Sowell là-dedans, parce qu'il dit qu'il y a peut-être une facilité intellectuelle de s'orienter vers quelque chose qui est une simplification, parce que c'est les mêmes résultats, c'est simplifié, etc., alors que de faire face à la complexité de la vie, c'est bien plus complexe. Hein. Et pourquoi est-ce que tous les arbres sont différents? On sait tous reconnaître un arbre, mais aucun arbre n'est exactement le même qu'un autre. Hein. Si vous voulez en savoir bien plus sur Thomas Sowell, sur ce qu'il dit sur le marxisme, il a écrit plusieurs livres, dont un est déjà il y a 40 ans, qui s'appelait Marxism, Philosophy and Economics, c'est-à-dire le marxisme, la philosophie et l'économie, en 1985. C'est sans doute son analyse la plus détaillée avec une approche historique, philosophique, économique de tous les thèmes. En 2010, il y a bien moins longtemps, c'est-à-dire en fin de compte, c'est 25 ans plus tard, il a créé un livre, Intellectuals in Society. C'est une critique du rôle des intellectuels, souvent très marxisant. Et en 95, il avait écrit un livre où j'adore l'ironie et le sarcasme dans le titre. C'est The Vision of the Anointed. C'est la vision des oints, de ceux qui ont été choisis.
critique de la mentalité des élites moralisatrices. Et en 87, 2 ans après son premier livre sur le marxisme, il a écrit quelque chose parce qu'il s'est dit il faut que je rajoute des éléments là-dedans. Quelque chose qui s'appelait A Conflict of Visions, où il opposait la vision contrainte, qui est, en France on appelle ça libérale, qui est conservatrice, où on fonctionne dans des tas de contraintes, plutôt que la vision illimitée, progressiste et marxiste, parce qu'elle n'est pas réelle. Elle existe uniquement dans la théorie. J'espère que tout ce qu'on partage avec vous sur Thomas Sowell vous intéresse, et j'aimerais avoir beaucoup de réponses de votre part et de commentaires. Oui, comme d'habitude, vous savez que nous liker, c'est important, de le partager, de vous abonner, mais surtout de laisser des commentaires parce qu'on voudrait savoir ce que vous pensez. Parce que notre plateforme, on veut que ce soit un forum d'un échange d'idées. On ne va pas vous chasser parce que vous avez des idées contraires à nous. Bien sûr, après, s'il y a des trolls qui exagèrent un tout petit peu, on sait reconnaître les trolls aussi. On n'est pas naïf, on n'est pas né de la dernière pluie. Donc, j'ai hâte de vous lire là-dessus et je vous dis à demain, qui sera jeudi 1er mai. Donc, nous, on travaille le 1er mai, on ne prend pas de repos et on va faire ce qui est nécessaire et on va continuer à vous amener pas mal d'informations. Peut-être qu'on va parler du 1er mai également et de ses origines. Ça sera une découverte très intéressante pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Alors à demain.